Bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro spécial confinement de d'Happy Hour. On est très heureux de vous retrouver. On espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien chez vous. On a encore quelques semaines ensemble. On essaiera d'en refaire d'autres numéros spéciaux. Je suis toujours avec mes trois comparses de CloneWeb, Jean-Victor, Marc et Alexandre. Bonjour les amis. Salut. Hello. Et nous recevons aujourd'hui quelqu'un qu'on connaît et qu'on connaît depuis un petit bout de temps, Gérald Duchossois. Bonjour. Bonjour à tous. Gérald, toi tu es responsable de Cannes Classique et tu es chargé de programmation au marché du film classique au Festival Lumière. C'est ça. Et tu es aussi, et ton actualité chaude du moment de l'année dernière en tout cas, c'était la sortie d'un ouvrage que tu as coécrit qui s'appelle Mario Bava, le magicien des couleurs, qui est sorti chez Lobster Film. Oui, c'est ça, chez Lobster Film, un livre qu'on accompagne encore pas mal, puisque là on devait faire comme pas mal de gens des ciné-clubs qui ont été annulés suite au confinement, donc bon, voilà. Est-ce que c'est parti remise ? Oui, c'est parti remise. Normalement tout sera reporté à la rentrée. Cool. Et question piège, est-ce que Mario Bava est disponible dans les magasins VOD, SVOD, sur les plateformes ? Pas beaucoup, hein. Franchement, autant en Blu-ray, de par le monde, surtout Royaume-Uni, États-Unis, où il a une grosse base de fans, hein. Il est très disponible avec des éditions totalement incroyables. Mais en VOD, on peut pas dire que ça soit la ruée vers l'or, hein, pour le. Est-ce que tu peux, pour les gens qui nous écoutent, qui sont pas forcément tous très au courant de qui est Mario Bava, tu peux nous resituer très rapidement, puis nous dire pourquoi tu as écrit cet ouvrage d'ailleurs à son propos ? Oui, Mario Bava, donc c'est un réalisateur italien qui est né en 1914, qui était né en 1914. Il est mort en 1980. Donc il faisait partie d'une famille de cinéma, puisque son père était chef opérateur. Un chef opérateur très renommé dans le cinéma italien, donc des tout débuts de l'histoire du cinéma italien. Il était aussi truquiste, c'était la façon dont on présentait ceux qui faisaient les effets spéciaux d'optique à l'origine. Donc c'était un grand technicien. Lui-même, donc Mario a été chef opérateur, il a été assistant réalisateur, il a été réalisateur de seconde équipe. Il a aussi remplacé pas mal de réalisateurs de Hollywood qui tournaient en Italie après-guerre, entre 45 et 59. Et puis après, il est devenu pleinement réalisateur en 1960 avec Le Masque du Démon, qui est probablement son film le plus connu et qui est un film cher au cœur de tous les fans de films fantastiques. Il y a eu une grande reprise de plusieurs scènes dans Sleepy Hollow, par exemple, de Tim Burton, et c'est un cinéaste qui est vénéré par Nicolas Winding Refn, par Scorsese, par Tim Burton, comme je le disais juste avant. Tarantino aussi adore, donc il a le vent en poupe chez pas mal de réalisateurs très très cotés à l'heure actuelle, du fait d'une utilisation intense de la couleur, et puis aussi d'un cinéma très cérébral sous couvert de cinéma de genre et puis de cinéma bis, où il reprend les recettes de films qui étaient en vogue à l'époque et qui avaient eu beaucoup de succès. Comme il y avait beaucoup de salles à alimenter, il fallait produire énormément de films. D'où le fait que Bava a tourné beaucoup avant et après a eu une carrière assez vaste et assez intense, même si elle était moins intense que beaucoup de réalisateurs de la même époque, où en Italie il y avait une production gigantesque parce qu'il y avait en gros 600 millions de spectateurs par an, ce qui était incroyable. Ça faisait divisé par la population dans les années 60, ça faisait comme si chaque Italien allait voir 5 films par an. Donc c'était totalement incroyable. On rappelle qu'aujourd'hui, par exemple, la France, qui est un peu leader européen, c'est à peu près 200 millions d'entrées pour 1,1 à 2 films par habitant par an. La France a aussi connu des grandes heures dans les années précédentes. Ce qui m'a beaucoup plu, moi, dans ton ouvrage, justement, c'est que t'impliques totalement Bava dans son histoire, dans l'histoire du cinéma italien, et que, au final, ce mec que on pense un peu dans son coin avec ses films de genre, etc., était totalement impliqué. On croise tous les grands noms du cinéma italien des années 40, 50, 60, 70, et que tous ces gens-là se croisaient à Cinecittà, etc., et que t'en profites aussi pour reparler un peu de tous ces gens-là. Oui, c'est ça qui était totalement incroyable, c'était de voir tous les croisements qu'il pouvait y avoir
au niveau thématique, au niveau de la production, au niveau amicaux aussi, parce que Mario Bava était très ami avec Fellini, il était très ami avec aussi Lucio Fulci, il était très ami avec Antonioni. Enfin, il y avait un croisement en fait entre les grands réalisateurs et puis tous les autres. Qui était totalement, qui nous paraît assez improbable quand on pense à, je sais pas, par exemple Jean-Louis Trintignant qui a tourné dans La mort à Pont-du-Neuf. Bon, bah c'est quand même c'est une espèce de giallo expérimental qui est totalement incroyable. Et puis à côté de ça, Jean-Louis Trintignant, juste avant, il avait fait Un homme et une femme qui a eu la Palme d'Or, qui a eu le César l'Oscar même du meilleur film étranger. Enfin, ça fait quand même des croisements totalement improbables. Et Bava, en tant que réalisateur, s'inscrivait vraiment dans toute cette mouvance. Et puis aussi, c'était un grand technicien, il avait aussi tout un rapport très très amical et professionnel avec tous les techniciens, les machinaux qui faisaient vivre le cinéma, et on croisait tout le monde à la cantine de Cinecittà. Donc cette légende, elle est vraie quoi. Quand on va à Cinecittà encore aujourd'hui, il y a quasiment tous les studios qui sont là, sauf les montagnes où ils tournaient les westerns, pas ceux de Sergio Leone, mais tous ceux qui étaient de moindre importance, qui ont été remplacés, et c'est un gros symbole, par un centre commercial. Vous avez donc l'équivalent de la Cinémathèque française. En face, ce centre commercial où on voit les collines au loin, et sur la droite, vous avez Cinecittà. Donc c'est totalement incroyable de penser qu'il y avait toute l'industrie du cinéma italien qui se croisait là-bas, et Bava faisait partie de l'industrie à part entière, même si c'était du cinéma qui était vu comme du cinéma de moindre importance, qui était fait pour alimenter à l'époque les salles de quartier. Et puis après, ce que nous on a connu, la VHS, et maintenant c'est la VOD quoi. Quand on voit les films qui arrivent sur les plateformes type Netflix, moi je vois beaucoup de films où je me dis voilà, dans les années 80 on les aurait vus en VHS, dans les années 60 ils les voyaient en salle quoi. C'est la grosse différence d'évolution du secteur et de la production industrielle de cinéma de genre qui était vraiment destiné à alimenter les canaux. Ouais, justement, le fait que ça soit diffusé en salle à l'époque, si on prend l'exemple de Mario Bava, ça montre aussi que ces films-là, qui, comme tu le dis, étaient un peu des séries B ou des trucs vus un peu comme de l'exploitation, mine de rien, pour l'époque, il y avait un soin apporté à ce genre-là qui était dingue. Enfin, Mario Bava, il est connu pour ça, pour justement soigner son image. Tu l'as dit, ça déborde de couleurs, il en fout partout. Et c'est des œuvres qui parfois, en fait, deviennent des espèces de tripes un peu expressionnistes, juste parce que ces mecs-là poussaient le délire et jouaient du genre pour expérimenter à l'écran, quoi. Ouais, c'est ça, ils adoraient, enfin pas tous, mais une grande partie d'entre eux adoraient l'aspect visuel, ils venaient de la peinture, ils venaient de la sculpture, il y avait un soin qui était apporté au film, et puis comme il y avait les techniciens qui tournaient d'un film à l'autre, on pouvait retrouver des techniciens qui tournaient pour Antonioni, qui tournaient pour Fellini, et qui après, comme ils avaient besoin de travailler et qui étaient employés sur les plateaux de Cinecittà où tout le monde se retrouvait, travaillaient sur des séries B, voire Z parfois, mais en tout cas étaient employés et avaient beaucoup de technicité et puis une valeur ajoutée qui était réelle puisqu'on la voit à l'écran Bava lui maîtrisait tout parce que comme c'était vraiment un homme cinéma, il écrivait ses scénarios, il était chef opérateur sur tous ses films, même si c'était officieux, il était sur certains il est officiellement, sur d'autres c'était officieux. Il avait un pseudonyme quand il le faisait pas officiellement? Disons que ce qui est hyper étonnant, c'est que quand on regarde les deux chefs opérateurs avec lesquels il a le plus travaillé, quasiment sur toute sa carrière, hormis les films de Bava, les chefs opérateurs n'ont été que techniciens, chefs électriciens en fait. Donc ils n'ont eu aucune autre carrière en tant que chef opérateur. Donc la plupart du temps, et quand on en avait parlé avec son fils, qu'on était allé rencontrer à Rome avec Romain, il nous avait dit que oui, en fait, son père maîtrisait toute la lumière, il faisait tout lui-même, et puis il leur disait oui, c'est bon, allez vous reposer, et hop, il mettait tout en place. Et après, eux, ils faisaient les raccordements électriques pour que tout fonctionne, mais en tout cas, même quand il n'était pas crédité comme chef opérateur, c'était aussi lui qui faisait la lumière, et c'était souvent pour des questions de budget, plus qu'autre chose. Et quand il pouvait les faire embaucher comme chef op, il le faisait, mais sinon, c'était lui qui maîtrisait tout ça. Donc, c'était assez impressionnant de voir que il montait aussi tous les films. Quand on en a parlé à son fils, on lui a dit mais est-ce qu'il montait aussi? Oui, il montait les films et il avait même ses propres caméras et ses objectifs qu'il amenait lui-même sur les plateaux
pour être sûr de maîtriser totalement la lumière et puis vraiment les angles qu'il voulait avoir et aussi tout l'aspect colorimétrique après parce qu'à l'époque il faisait tout au plateau. Ouais, il pouvait pas tricher après, ouais. Ouais, il y avait de l'étalonnage, mais c'était quand même très très fort quand on voit, je sais pas moi, on pense au film de René, quand on voit des photos de travail de l'époque, c'est fou de voir que toute la mise en place était déjà là, quoi. Donc il y avait vraiment un soin qui était apporté à la photo et à l'éclairage totalement dingue. Et quand on voit les photos de travail des films de Bava, même s'il n'y en a pas beaucoup parce qu'il était timide et il n'aimait pas trop apparaître dans les médias, il y a quand même une installation d'éclairage qui est totalement aboutie et qui après va vite, parce que de toute façon les films étaient tournés et sortaient très très vite, généralement 1 ou 2 mois après, quoi, ce qui paraît complètement dingue, mais c'est le cas, c'était pas du numérique et ils allaient déjà à une vitesse mais totalement folle. Enfin c'est hallucinant de penser ça, quoi. Entre voilà, le travail en laboratoire, la création la validation, le montage, après c'était fou, quoi. Fou. Ouais, ça prouve que les mecs savaient vraiment ce qu'ils voulaient en arrivant sur le plateau et qu'ils avaient le film en tête, quoi. Gérald, on va pas trop spoiler le livre. Oui, il est fascinant parce que t'as beaucoup de chiffres et t'as beaucoup d'informations sur le contexte et moi ça me donne envie de redécouvrir Bava, mais aussi finalement tous les films où il a été technicien avant sa propre carrière. Et on rappelle aussi que c'est l'occasion de découvrir pas mal de films de patrimoine en salle, puisque on a eu l'occasion d'inviter quelques personnes qui travaillent beaucoup sur le patrimoine et le cinéma de patrimoine, et c'est aussi un truc important, et on espère que les salles vont réouvrir bientôt pour reprogrammer des séances où toi notamment tu pourras revenir présenter des choses et d'autres aussi. Le livre est disponible dans toutes les bonnes librairies et magasins en ligne, j'imagine. Oui, sur le site de la Fnac, dans toutes les librairies indépendantes. Amazon, non plus depuis des mois, en fait, mais après dans toutes les autres librairies, et allons voir les librairies indépendantes, il est disponible partout. Très bien, on fera ça à la réouverture sans problème. On passe au premier sujet de cette émission spéciale confinement, et on voulait souhaiter, on ouvre une rubrique un peu spéciale avec toi, on va souhaiter un bon anniversaire à Jean-Paul Belmondo. Et là on va tous se mettre à chanter. Qui nous écoute, hein, il nous écoute, on le salue. 87 ans Jean-Paul Belmondo, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Charles Gérard qui lui a fait découvrir votre émission, hein, donc ils sont chauds. Très bien. Tu voulais revenir sur un film en particulier de Jean-Paul Belmondo, film qui fête ses 45 ans et c'est Peur sur la ville, c'est ça? Oui, c'est ça. Je trouvais que c'était effectivement un film qui était vraiment un film intéressant, parce que c'est un film qui est à la croisée de plusieurs genres, et c'est une espèce de film symbole du grand divertissement à la française des années 70. C'est un film où Belmondo est hyper célèbre pour les cascades, notamment celle où il est accroché dans un immeuble dans le 16e qui est à Passy. Et puis après, ce qui est assez drôle, c'est qu'après il est du coup aussi sur le toit du métro entre Passy et Bir Hakeim. Donc ça c'est assez drôle. On a l'impression que Paris est un village, que les scènes d'action se passent au même endroit. Donc mais c'est assez fort, parce que du coup on voit la Tour Eiffel, et en termes de vente, j'imagine que pour l'international c'est assez génial, parce que c'est un film qui est sorti aux États-Unis. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il avait un autre titre que Peur sur la ville, c'était Night Stalker, et c'était pas Belmondo qui était à l'affiche, c'était son ennemi, parce que dans le film en fait il traque un tueur en série qui s'en prend à des jeunes femmes qui s'appelle Minos, et en fait c'est lui qui était mis en avant, et c'est un acteur italien qui a tourné chez Visconti, qui est assez génial d'ailleurs, qui a une vraie présence, et c'est lui qui était mis en avant comme une espèce de série B d'angoisse quand il est sorti aux États-Unis. Donc ça c'est vraiment intéressant de penser que le film a eu une carrière à l'étranger, et on a l'impression souvent que Belmondo ou Delon étaient connus uniquement en France, mais c'était vraiment des stars internationales, même si ils n'ont jamais fait véritablement carrière là-bas. Delon a refusé de jouer le jeu, donc il est rentré, et puis Belmondo il disait toujours qu'il était trop français pour aller s'expatrier à Hollywood. Mais en tout cas il y a le croisement dans ce film de plusieurs grosses influences. La première, c'est l'inspecteur Harry. On voit effectivement que cette poursuite de Minos, c'est la poursuite dans l'inspecteur Harry, donc qui est en 71. Là, on est en 75. Son nom m'échappe, mais c'est
c'est une espèce de physique qui est assez similaire finalement, de type un peu mince, qui est un peu frustré, blond avec les cheveux longs, donc c'est une espèce de hippie qu'il faut punir. Donc il y a un côté aussi assez réactionnaire dans le film, tout comme ça peut l'être dans l'inspecteur Harry, ouais, dans Dirty Harry. Donc ça c'est aussi marrant de voir cette espèce de revanche de la classe moyenne qui cherche justement à se venger de ses ennemis qui sont censés apporter la terreur, comme s'il n'y avait pas d'autres voyous que ce seul tueur qui agit dans la ville, quoi. Donc ça c'est assez marrant. Et puis évidemment il y a cette influence du western, mais tout comme il y a le western dans Dirty Harry, c'est une espèce de western urbain. Et là chez Henri Verneuil, donc qui est le réalisateur du film, qui était un réalisateur populaire, mais dans le bon sens du terme, qui est arrivé d'Arménie avec ses parents au début du XXe siècle, qui a émigré à Marseille et qui avait fondé des studios à Marseille et qui a eu des gros succès en fait avec Fernandel avant-guerre, mais c'était vraiment des succès énormes, et qui était un réalisateur populaire et qui faisait des films de grande ampleur. Et avec Belmondo, ils ont mis en place une espèce de recette avec lui comme ce flic que rien ne peut atteindre finalement. Puis il y a aussi le côté buddy movie, il enquête avec Charles Denner, et ils sont tous les deux en fait dans la ville, ils se baladent d'un endroit à un autre pour mener l'enquête, et ils ont déjà les bases de cette enquête avec le flic un peu brut de décoffrage qui est joué par Belmondo, qui est pas très malin, et puis Charles Denner qu'on sent beaucoup plus fin, plus intelligent, qui a un sens du contact différent. Donc il y a toute une relation comme ça qui est intéressante, et puis les seconds rôles sont très bons, donc, dont Denner qui est toujours un acteur excellent avec une voix particulière, et puis Belmondo il entre dans une espèce de recette en fait de jeu où il va incarner cette espèce de masse indestructible, ce séducteur auquel rien ne résiste, et qui fait un peu se défie des lois pour imposer sa vision de la justice. Et sa vision de la justice, c'est régler son compte aux malfrats, quoi. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, quoi, c'est de voir cette espèce de défiance vis-à-vis de la police, alors que lui-même est policier, tout comme il y a ça dans l'inspecteur Harry. Et puis à partir de là, il a une espèce d'indépendance vis-à-vis de la justice et vis-à-vis du système qui l'emploie. Donc ça c'est aussi c'est intéressant de voir comment ça fonctionne dans les sociétés occidentales des années 70, et de voir qu'on est après 68, et qu'il y a à la fois on veut croire dans l'État et puis la justice qui est imposée, et on veut aussi punir ces espèces de hippies. Il y a une scène d'ailleurs dans Peur sur la ville où Jean-François Balmer, donc qui était un acteur qui va devenir un acteur après assez célèbre dans les années 80, avec une tronche pas possible, qui est un hippie qui se fait attraper dans une cabine téléphonique, et on a l'impression que Belmondo va lui casser la figure, quoi. C'est cette espèce de violence policière est là, et en même temps c'est aussi une punition qu'on veut donner donner l'exemple, quoi, et vraiment punir cette génération de hippies. En plus c'est marrant parce qu'il est devenu prof, hein. C'est un prof à la fac, donc c'est vraiment cette espèce de symbole qui marche bien, quoi, avec les lunettes, avec les cheveux longs, et c'est vraiment l'intellectuel qu'on veut punir par rapport à Belmondo qui est un homme d'action, quoi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses comme ça qui jouent dans le film, qui sont vraiment intéressantes. Puis il y a tout l'aspect giallo aussi, c'est comme si le polar italien, parce que en Italie, donc giallo ça veut dire polar, thriller. Bon, nous on l'a plus en France, on l'a plus défini comme un genre plus particulier. Mais en Italie, le giallo, c'est le thriller au sens large. Et donc, il y a tout un apport du giallo italien dans Peur sur la ville. Déjà, le fait que ça soit une coproduction franco-italienne, il y a un apport financier. Et donc, il y a un acteur italien qui est présent, qui joue le méchant, et puis Minos. Et puis aussi, il y a une espèce d'inquiétude. Et il y a le côté poliziotesco avec ces films policiers italiens de l'époque où on voulait croire en la police parce qu'il y avait des attaques terroristes un peu partout, et donc les gens se sentaient agressés, et il y avait une espèce de violence urbaine vraiment manifeste, et ça on le retrouve pas mal dans Peur sur la ville. Et puis il y a le côté aussi giallo avec il y a toute une scène où Belmondo traque Minos aux Galeries Lafayette. Donc là pour le coup c'est très français. Et en même temps, il se retrouve dans une salle où il est avec des mannequins. Donc là, ça renvoie directement
Mario Bava, à Six femmes pour l'assassin, et à d'autres films que Bava a fait, où il avait introduit lui-même les mannequins qui devenaient ces espèces de formes à visage humain ou quasiment, et qui en fait étaient manipulables à loisir, quoi. Donc c'est hyper troublant de voir ça dans un polar français qui a été un succès assez gigantesque, hein. C'était 4 millions d'entrées quand même à l'époque. Avec des scènes d'action, avec beaucoup d'accompagnement marketing, vraiment un gros film. Et puis à côté de ça, on voit toutes ces influences qui arrivent, et notamment des influences plus obscures. Inspector Harry, c'était un gros succès en France aussi, mais en tout cas le Giallo, à la Bava, à la Fulci, c'était quand même pas un film que tout le monde, c'était quand même pas des films que tout le monde voyait. Donc c'est vraiment intéressant de voir tous ces mélanges qui arrivent dans ce film, et puis toujours voilà Belmondo, le héros qui est le héros de films d'action à la française, avec sa gouaille, qui fume cigarette sur cigarette, qui tombe toutes les filles. Alors là, par contre, la vision de la femme dans le film, elle est catastrophique. Ouais, le Giallo pour ça, c'était quand même costaud par moment. Ah, le Giallo déjà en lui-même est horrible pour ça. Enfin bon, c'est un exercice de style. Oui, c'est une époque aussi, ouais. Mais c'est une époque, ouais, mais c'est dur de voir ça. Alors après, les Giallo, c'est vrai que c'était des films d'exploitation, donc on s'adressait à un public qui était frustré sexuellement, je pense que c'est assez clair. Mais quand on voit ça chez Belmondo, qui vraiment se fout complètement des maltraitances qui sont faites aux femmes, hein, et qui, lui, tout ce qu'il veut, c'est trouver Minos pour lui régler son compte, quoi. C'est vraiment ultra binaire, et il n'y a aucune considération pour la gente féminine, sauf quand c'est pour tomber dans ses bras avec une des infirmières qui le surveille et qui va tomber sous le charme, alors que ça fait 2 jours qu'il la harcèle quasiment, quoi. Donc, il vit chez elle. Enfin, c'est fou, quoi, de voir ça. On voit qu'effectivement il y a une transformation de la vision à la fois du polar, de la femme, et puis aussi de la société, quoi. C'est vraiment intéressant pour ça. Le film offre plein d'accès, hormis le côté très basique de films d'action à la française, de divertissement assez pur. Et puis il y a des images de Paris des années 70 qui sont géniales, qui font penser à Raymond Depardon, avec Faits divers, ou alors avec Parties de campagne, qui sont tout simplement exceptionnels, quoi. Avoir le Paris des années 70, c'est plus du tout le Paris de maintenant, avec il y a encore tous les petits métiers, on voit les gardiennes d'immeubles, on voit les ouvriers qui travaillent, et ça c'est toujours assez magique, je trouve, dans des films populaires, de voir cette espèce de vision de l'époque. Et puis là il y a un aspect assez documentaire, parce que c'est vraiment quasiment tout est tourné en extérieur, on le voit bien, hein. C'est des scènes d'action aussi évidemment, mais sinon il y a beaucoup de scènes dans Paris qui sont très très marquantes pour ça. Du coup, c'est bien de parler d'extérieur en ce moment, ça nous donne envie d'aller voir un peu des choses qui nous racontent en dehors de chez nous. Du coup, ça c'est un film qui s'inscrit dans la grande période de Bébel. Tu parles de 4 millions d'entrées, c'était vraiment la grande période de son... où les gens se ruaient voir ces films. Ouais, parce qu'elle a été assez longue, hein, la période de Bébel. Il a cartonné, parce que évidemment il y a eu les années 60, il a fait beaucoup de succès. Et là, ce qui est intéressant en plus avec Peur sur la ville, c'est que c'est à une époque où Belmondo avait essayé de changer son image, parce qu'il avait fait Le Magnifique, où là déjà il était allé assez loin dans l'autoparodie, qui est un film de Philippe de Broca, écrit par Francis Weber, et c'est un film assez métronomique au niveau du comique, et là lui déjà il va assez loin. Et après il a essayé de changer en faisant Stravinsky, justement avec Alain Resnais, qui était un film qui était à Cannes en 74 et qui s'est fait siffler à mort, qui n'est pas un film très très connu, qui est un film un peu étrange, et il fallait qu'il revienne sur le devant de la scène avec un gros succès, et à partir de là il a enchaîné avec Peur sur la ville, qui est vraiment le gros film qui doit réussir, qui doit marcher, quoi. Là-dessus il n'y a pas de doute. Et après il a alterné quand même pas mal de films intéressants, hein, L'Alpagueur, L'Héritier, et puis c'est vraiment c'est vraiment dans les années 80, quoi. Il faut arriver vraiment au milieu des années 80 pour voir les films de Belmondo qui commencent à moins bien marcher, et puis qui retrouvent le succès après avec Lelouch, quand il a fait Itinéraire d'un enfant gâté, où là vraiment il a retrouvé à la fois le succès populaire, et puis aussi un succès critique, avec une interprétation là qui cassait le boule quand même de tous ces personnages monolithiques qui nous avaient infligé pendant un moment, surtout juste à partir de fallait 82 et jusqu'à 89, quoi. Et c'était vraiment c'était plus haut niveau, quoi. Même la réalisation était plus molle, et puis c'est normal, il faiblit aussi, et physiquement on peut pas être il peut pas se mettre en danger tout le temps comme il l'a fait si bien.
Bon, il y avait toujours l'humour et puis la recette, mais c'était au bout d'un moment là, comme tout quoi, les recettes s'usent et c'était quand même un peu moins intéressant. Moi, je me souviens bien enfant, bon bah les films continuaient à marcher, mais on n'allait pas les voir de la même façon quoi. C'était pas une attente aussi forte que ça pouvait l'être avant, où on voyait bien quand même qu'il y avait une grosse différence. Et Peur sur la ville, toi, tu vois des héritiers aujourd'hui de ce genre de cinéma en France, quand tu parles de giallo, de mélange des genres, de choses comme ça? Ben, on a quand même, il y a des réalisateurs de genre qui sont intéressants et là je pense à, alors je veux pas dire de bêtises, mais est-ce que c'est Stéphane Leclerc, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui vient de sortir un film là avec Sami Bouajila Ah oui, la terre le sang. Julien Oui, Leclerc. Julien et Leclerc. il a fait deux autres films avant qui étaient vraiment bons, hein. Donc il y a quand même il y a Éric Valette aussi qui fait des super polars. Et donc il y a quand même cette tradition en France qui est toujours là, mais disons que les chiffres d'entrée ne sont pas au rendez-vous, quoi. C'est ça le problème, c'est que ils ont du mal à en vivre parce que les films marchent pas autant, quoi. Alors que c'est vraiment du cinéma populaire dans le bon sens du terme. Les mecs sont bons, c'est bien réalisé, les acteurs en général tiennent bien la route. Moi, j'attends le grand polar de Roche Dizem avec lui. Il était super hein, dans Roubaix une lumière, mais vraiment, je suis sûr qu'il pourrait nous faire un polar d'enfer, quoi. Il a vraiment il a réalisé plusieurs films qui sont vraiment pas mal hein, et il a une présence folle, quoi. Je pense qu'il pourrait vraiment nous faire un polar exceptionnel. Pour terminer un peu, c'est qui pour toi les héritiers de Belmondo dans le cinéma d'aujourd'hui? Est-ce que c'est les Dujardin, Roche Dizem justement, des gens comme ça? Bah, Dujardin, quand il veut, il est excellent quand même, hein. Il a une présence folle. Enfin, les deux OSS, je pense qu'on est tous d'accord, hein. C'est Ouais. quand même la poilade. Il y a une réflexion à la fois cinématographique, à la fois politique. C'est aussi une critique de notre époque, hein, parce que évidemment, tout film historique, c'est aussi un film qui parle de maintenant. Là, il en parle bien hein, de toute la relation aux femmes et puis à leur présence dans ces films. Les OSS, c'était des séries B qui étaient pas géniales, hein, et des films assez mous, quoi. Les Copland, les OSS, c'était des films qui voilà, c'était vraiment du cinéma de genre, mais là pas de très grande qualité. Et Dujardin, pour ça, il est hyper fort parce qu'il a une présence assez exceptionnelle, mais lui non plus. Il a fait un film avec Lelouch là qui était bien, où il jouait un juge à Marseille. C'est un film qui a pas du tout marché, qui a dû coûter une fortune aussi. Comment il s'appelait ce film? Le film qu'il a fait à Marseille, c'était La French, non? Ouais, c'est ça, La French. Moi, j'avais trouvé que c'était vraiment pas mal, hein. Et Boukrieff aussi, hein, c'est un super réalisateur en général, de polar particulièrement. Là, il en fait un peu moins. Maintenant, il fait pas mal de drames sociaux, mais en tout cas, c'est un super réalisateur qui a vraiment arrive à ancrer ses films dans la France d'aujourd'hui, et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Moi, c'est ce que j'aime en général dans les polars, c'est que c'est ce que ça nous dit de l'époque. Et il y a un côté divertissant, un côté social, et puis aussi souvent une analyse politique vis-à-vis de notre époque et de la façon dont les choses se passent, et ça je trouve ça assez exceptionnel. Mais oui, Dujardin il est quand même super et je pense qu'il pourrait avoir plus de rôles, mais il a pas l'air facile, donc je suis pas sûr non plus qu'il soit vraiment tenté par le fait de s'investir tout le temps dans une espèce de recette. Mais bon, ça c'est tout à son honneur, quoi, parce qu'il veut peut-être pas se retrouver coincé comme Belmondo l'a été à une époque où le public l'attendait toujours sur les mêmes rôles. Et ça doit vraiment pas être facile. Je pense quand on est à ce niveau-là, c'est qu'on attend de vous toujours la même chose. Et à côté de ça, quand le public va voir un film qui ressemble à celui d'avant, bah ils sont déçus et en même temps ils attendent toujours pareil. Donc ça, je pense que ça doit vraiment être le casse-tête intégral pour eux. Ouais, sachant que Belmondo, c'est aussi un mec qui a quand même une aura internationale, parce que typiquement, un mec comme Tom Cruise, en termes de cascade et de mise en danger sur le plateau, il le cite comme une influence directe. Ouais, bah je pense que effectivement. Quand on voit Mission Impossible, enfin le premier hein, de Palma, donc ça doit être 95 ou 96, pardon. Je pense qu'on peut pas s'empêcher de penser à Belmondo, enfin en tant que Français en tout cas, quand on a ça voilà, avec cette espèce de culture populaire, on pense directement à Belmondo sur le quai du métro. Alors c'est sûr là, c'est toujours enfin c'est le cliché, mais c'est à l'américaine, quoi. Là non, là il va être carrément sur le quai d'un train, et à l'époque c'était l'Eurostar, donc effectivement c'est toujours c'est la démesure, quoi, mais bon c'est ça qui est plutôt marrant, et à côté de ça c'est pas non plus honteux de la part de Belmondo d'être debout sur le quai du métro, quoi. C'est assez génial quand on y pense. Mais carrément. Peur sur la ville, c'est disponible, je pense, en ligne sur certains Ouais, magasins VOD. c'est ce que j'étais en train de regarder. Il est dispo sur MyCanal, il est dispo sur Apple, Google Play, en VOD, et il n'est pas sorti en Blu-ray pour l'instant. Il n'y a pas d'édition Blu-ray. Bon, ils le feront, à Studio Canal, ils bossent super bien, ils prennent vraiment soin de leur patrimoine. C'est vraiment une société qui est vraiment très investie. Bah là, ils devaient sortir avec Carlotta
Elephant Man là juste avant notre sympathique confinement arrive et j'espère que le film pourra ressortir après parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre à redécouvrir de Lynch, vraiment vraiment génial. Très bien, merci beaucoup Gérald. On va passer d'un homme extraordinaire au gentleman extraordinaire. Oh là là, quel beau gosse. Bien, t'as bossé, hein. Est-ce qu'elle était écrite? Elle était écrite, ouais. 3 semaines de préparation pour chaque émission. Puisqu'on va passer du cinéma au monde des comics, et Jean-Victor, tu vas nous parler donc de un de ces épisodes de bande dessinée de la saga Gentleman Extraordinaire. Tout à fait. Puisqu'on ne parlera plus du film. Tout à fait, je vais parler même du dernier tome de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, parce que c'est un événement, on assiste à la fin d'une carrière absolument monstrueuse, à savoir celle de Alan Moore. Si vous ne connaissez pas Alan Moore, vous connaissez sûrement certaines de ses œuvres, puisque c'est l'auteur de Watchmen, de V pour Vendetta, de Fromel et de tout un tas de trucs qui ont été adaptés parfois très très mal, enfin même souvent très très mal. Mais Alan Moore, c'est un auteur anglais qui est un espèce de gourou de la bande dessinée, en tout cas du comic book américain, et qui a complètement renversé la table à plusieurs reprises. Et il l'a fait notamment en 99 avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Le concept était assez simple, c'était de mélanger plusieurs personnages de pop culture un peu old school, en tout cas de la littérature fantastique, puisqu'à l'époque c'était Alan Quatermain, qui est un aventurier un peu à Indiana Jones, mais en tout cas l'ancêtre de Indiana Jones, qui faisait équipe avec le Capitaine Nemo, avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde, avec l'Homme Invisible et avec Mina Murray, qui est en fait une femme qui a été mordue par Dracula, et qui est dans le roman de Dracula. Et en fait, ensemble, ils formaient une espèce de super équipe de super-héros, un peu comme les ancêtres des Avengers, mais ce coup-ci, ils sont anglais, et ils se battaient contre tout un tas de trucs, notamment le Fu Manchu ou les extraterrestres de la guerre des mondes, puisque le grand truc, comme toujours chez Alan Moore, c'est de citer directement des œuvres en tant que telles et des mythologies fictives. Donc la Ligue est l'une des œuvres de Alan Moore où voilà, il mélangeait tout un tas de trucs, tout un tas de récits qu'il avait, et où il s'amusait à en tirer un nouveau récit. Alors beaucoup de gens connaissent les 2 premiers tomes, avec le Fu Manchu et avec l'invasion de la guerre des mondes, mais en fait la Ligue a 20 ans d'histoire, parce qu'il y a eu d'autres récits qui ont été faits par la suite, mais qui ont été publiés un peu en catimini, en tout cas avec moins de succès et moins d'écho populaire. Il y a eu le Black Dossier peu après, qui suivait des personnages dans les années 50, mais qui là était un vrai terrain d'expérimentation narrative, où en fait les personnages tombaient sur un dossier plein de documents, et dans la BD on trouvait les documents en question, donc il y avait énormément de textes, il y avait même une fausse pièce de Shakespeare qu'Alan Moore avait inventée, qui aurait été soi-disant la dernière pièce de Shakespeare, mais il serait mort pendant l'écriture, donc il y avait que le premier chapitre. Enfin voilà, il jouait vraiment avec le format, et il y a eu tout un tas d'autres trucs. Il y a eu la trilogie Century avec 3 tomes qui se passaient à une époque différente, 1910, 69 et 2009, et il y a eu aussi la trilogie Nemo. Et en fait, tout ça trouve une fin aujourd'hui avec le tout dernier tome, donc La Tempête, comme ça s'appelle, qui a été publié en singles, ce qui est une première depuis très longtemps, parce que depuis le Black Dossier, à chaque fois, ils sortaient tout en un seul tome, et là, ils sont revenus à une publication comics un peu à l'ancienne, avec, pas tous les mois, parce que les mecs bossaient beaucoup, toujours avec Kevin O'Neill au dessin, mais voilà, ils ont étalé sur quasiment 2 ans, de mi-2018 à fin 2019, la publication de La Tempête, et c'est le tout dernier comic book, non seulement de la Ligue, mais de Alan Moore. Il a décidé de complètement arrêter les comics après ça. Et autant dire que, comme d'habitude avec ce mec-là, il fait pas les choses à moitié, puisque c'est une espèce de bouquet final, une grosse apothéose. Faut savoir que le principe, ce qui a motivé Kevin O'Neill et Alan Moore à faire cette œuvre-là, c'est avant tout de rendre hommage en fait à toute la culture comic book des années 50 et tous ceux avec quoi ils ont grandi et ceux dans quoi ils se sont formés en tant qu'auteurs de bande dessinée. Et en fait ça dégueule du coup dans tous les sens. Par exemple les 6 couvertures des singles d'origine, donc les 6 couvertures des chapitres, en fait reprennent un style de magazine et publication différent. Donc par exemple le premier c'est une couverture de BD d'aventure un peu classique, mais après il y a un programme télé, il y a un magazine féminin, il y a vraiment la BD humoristique à la Mad, et la toute dernière couverture c'est un hommage à 2000 AD, qui est une publication de BD anglaise très connue, qui a vu notamment des personnages comme Judge Dredd naître et qui existe toujours.
Et en fait, ce principe-là de rendre hommage ça n'arrête pas juste à la couverture, parce qu'en fait, tout va être fait pour citer non seulement le plus de choses possible, mais pour mettre un peu en lumière des personnages oubliés ou une mythologie qui est un peu passée sous les projecteurs. Alors parfois, c'est un peu méta. Par exemple, chaque BD commence par un article écrit par Alan Moore, où en fait, il rend hommage à un grand nom de la bande dessinée qui a été oublié. Donc je peux vous les citer, mais à mon avis, ça parlera à personne. Il y a Léo Baxendale, il y a Marie Duval, ou il y a Ken Red, pour en citer que 3 sur les 6. Et en fait, ce qui est marrant, c'est rien qu'avec ces articles-là qui sont au début de BD, il retrace un historique de la bande dessinée d'un siècle, puisque par exemple, Marie Duval est en fait une des premières. Aujourd'hui, on attribue un peu la naissance de la bande dessinée, notamment à cette femme-là qui a vécu et qui a œuvré à la fin du 19e siècle et qui a été totalement oubliée par l'histoire. Mais en fait, cette femme-là a fait parmi les premiers strips et les premières publications BD dans des journaux. Et ce qui est assez génial, c'est que ce principe de rendre hommage, en fait, va imprimer toute la bande dessinée, parce que c'est un terrain d'expérimentation. Ils ont complètement mis de côté les pleines pages de documents textes comme il pouvait y avoir auparavant, mais ils se sont dit, on va vraiment essayer de creuser et de jouer avec le format BD dans toutes les formes possibles. Donc évidemment, il y a des pages de BD classiques, habituelles, en noir et blanc ou en couleur. Ils mélangent évidemment les deux. Mais en fait, d'une planche à l'autre, vous pouvez carrément vous retrouver sur des planches de strip, avec juste 3 cases qui suivent et avec des cases qui vous disent rendez-vous au prochain numéro. Sauf que bon, là en l'occurrence le prochain numéro est juste en dessous, mais du coup ils les ont publiés un peu de façon old school, c'est-à-dire que ils les ont publiés à la verticale, donc vous devez carrément retourner le bouquin pour pouvoir les lire. Et en fait ils adaptent complètement la narration de ce qui se passe à ce moment-là au format strip, c'est plutôt rigolo. Et ils jouent constamment là-dessus. Il y a, par exemple, à un moment, il y a une double page où en fait ça devient une carte de voyage avec le trait de la trajectoire comme on voit dans les films d'aventure. Et en fait, c'est ça qui devient le fil de l'histoire. Il y a carrément un moment, 2-3 pages qui sont en roman photo, où on voit des personnages qu'on voit depuis le début de la saga qui d'un seul coup sont joués par des acteurs en mode roman photo. Et ça continue jusqu'à carrément faire des pages en 3D. Il y a des lunettes qui sont fournies avec le bouquin, et c'est des lunettes cyan magenta. Je vous cache pas que ça nique les yeux. C'est pas les parties les plus fun à lire, mais en tout cas l'effet marche quand même un petit peu. Et c'est pas gratos, parce que la partie dans laquelle se passent ces parties-là, en fait, il y a une raison pour laquelle c'est en 3D. Et évidemment, il en joue, c'est toujours très méta. Il y a des trucs qui sont quand même assez flagrants. Il y a notamment une double page où les personnages passent de la 2D à la 3D. Et ça a dû être un enfer pour les imprimeurs, mais ça marche plutôt bien. Et il y a quand même cet effet de jouer de la BD et du comic book comme un format et comme un support assez spectaculaire, et de garder encore l'effet un peu waouh aujourd'hui. Donc ça marche plutôt bien. Et alors pour situer l'histoire, c'est la fin évidemment de la grande saga de la Ligue. Est-ce que ça raconte quelque chose ? Ouais, ça raconte des choses. Ça se passe en 2010, donc après la fin de Century 2009. Et on suit toujours Wilhelmina Murray, qui est donc la femme qui a été mordue par Dracula, avec un immortel qui passe de homme à femme au fur et à mesure de son histoire, qui s'appelle Orlando et qui a été introduit dans le dossier noir, et avec une espionne qui s'appelle Miss Knight. Et en fait, ce trio-là, le trio central, ça dégueule de personnages. Il y en a plein d'autres. Il y a les descendants de Nemo notamment, où il y a un mage un peu fou, Prospero, qui a en fait littéralement les traits de Alan Moore. Mais en gros, tous ces personnages-là vont se retrouver dans une histoire sur fond d'apocalypse, où en gros, il y a une menace d'apocalypse qui risque de tomber à 3h03 ou 3h08, je sais plus, une nuit. Mais ils ont tous eu l'avertissement par des entités fantastiques, mais personne ne sait en fait ce que c'est vraiment. Et donc, ils enquêtent sur ce truc-là qui, évidemment, va prendre de l'ampleur et leur péter à la gueule. Et du coup, en fait, c'est à la fois l'occasion pour les deux auteurs de faire un peu le bilan de toute cette aventure et de reciter tous les personnages et tous les auteurs qu'ils aiment. Il y a toujours du Lovecraft, du H.G. Wells, du Edgar Allan Poe, mais aussi de prendre un peu de distance avec ça et de faire un peu le point sur la pop culture qu'eux ils aiment et qui, en 2019 ou en 2020, alors évidemment, ceux auxquels le grand public pensera n'y sont pas. Par exemple, Batman est cité dans une phrase et c'est pour se foutre de sa gueule. Et il n'y a aucune mention de l'autre grande école de bande dessinée qui inonde le cinéma aujourd'hui, mais enfin de BD. Mais on a par exemple des petits clins d'œil à Kubrick, il y a un moment un hommage au loup-garou de Londres, ou encore à des trucs plus délirants comme des contes de fées ou du roman de gare. Donc voilà, c'est toujours très très foisonnant. C'est un peu intimidant parce que le problème avec la Ligue, c'est que autant sur les 2 premiers tomes, c'était très facile à suivre, autant au fur et à mesure, en fait, Alan Moore, il a quand même tendance à en mettre tellement et à charger tellement, et c'est tellement impuissant que moi personnellement, ça fait partie des auteurs et des BD où il y a un moment je me sens impuissant parce que je sais que j'ai pas le 10e du bagou qu'il faut pour suivre. Mais là, sur cette BD là, il s'est calmé, il a réussi à retrouver un truc un peu plus digeste et surtout
hyper fun. En fait, on sent que Kevin O'Neill au dessin et lui à la narration, il s'éclate. En fait, ça dégueule l'idée. C'est-à-dire que chaque page, chaque fois que vous tournez une page, il y a toujours un truc complètement fou qui vous arrive à la tronche. Toujours dans cet esprit, en fait, de remettre en avant des personnages qui ont été oubliés. Par exemple, dans chaque numéro, dans chaque chapitre, il y a une petite partie qui a l'air déconnectée du récit au début, mais en fait, qui ne l'est pas tellement, avec une partie comic book vintage en noir et blanc, où en fait, on suit des personnages des années 40-50 des comic books anglais. Donc, à savoir Captain Universe, Zom of the Zodiac, Saint Astro et d'autres personnages. Je peux vous les citer, mais encore une fois, c'est des trucs qui sont très obscurs. Mais du coup, en fait, c'est marrant, c'est qu'en lisant ces personnages-là dans le cadre de la Ligue, on a presque envie de redécouvrir un peu qui c'était et de faire des petites recherches sur net pour voir est-ce qu'il y a moyen de voir un peu leur historique. Et à chaque fois, on voit que bon, c'est toujours très documenté, donc le mec a vraiment été chercher les trucs qui ont existé et qui rend hommage en fait à ce qu'il aime. Et comme il a quand même ce désir de rendre le truc accessible, par exemple, ces personnages-là, ils ont tous une fiche de présentation à chaque fin de chapitre. Donc il y a quand même ce truc de je vais vous donner quelques indices, je vais pas juste vous laisser vous démarrer en disant ah vous avez pas la culture pour, non. Le but c'est quand même d'inviter à découvrir de nouveaux personnages et des trucs qui ont été un peu oubliés et qui sont en fait des véritables fondations de l'histoire de la bande dessinée, aussi bien anglaise que américaine et même européenne, parce qu'il y a des clins d'œil, il y a plein d'autres choses. Et du coup, le truc est très complet et en fait, on sent que c'est vraiment des génies à la barre, parce que typiquement, il y a un truc un peu couillon, mais qui est très rigolo et qui marche très bien. C'est qu'à chaque fin de chapitre, il y a un faux courrier des lecteurs où en fait Alan Moore se moque déjà des critiques qu'il pourrait prendre vis-à-vis de toute son œuvre et de sa façon d'écrire. Et comme c'est quelqu'un qui a un humour quand même très mordant et très rigolo, ça passe toujours très bien. Et il y a vraiment ce plaisir de dire on fait une dernière BD, mais on donne tout, on lâche tout, on joue du format, on essaie de toutes les excentricités visuelles possibles, et on fait, en fait, au final, ça fait un espèce d'énorme plaidoyer pour à la fois tout un pan de la culture anglaise mais populaire mondiale, et pour le support. En fait, c'est une BD qui est, moi ça faisait longtemps que j'avais pas lu un truc où putain je me suis dit les mecs ont une fois de plus joué à fond de la narration bande dessinée, ont célébré le support et le médium dans toute sa richesse, toute sa complexité. On pourrait presque se dire que ça aurait été peut-être malin de prendre d'autres dessinateurs pour essayer de justement fructifier la démarche, mais en fait Kevin O'Neill est quand même un mec qui a du bagou et qui a des bagages, donc qui arrive à se diversifier et à offrir des traits et des dessins très différents. Donc c'est en fait c'est un espèce de dernier barreau d'honneur pour Alan Moore, et compte tenu de la carrière monstrueuse du mec et de son niveau stratosphérique, c'est à la hauteur, et compte tenu de la carrière du gars, c'est pas rien. Et du coup, alors, si vous voulez le lire, il faut avoir lu évidemment les 2 premiers tomes de la Ligue, et il faut avoir lu le Black Dossier, enfin le Dossier Noir, et la trilogie Century. Tout lu, quoi. La trilogie Nemo est un peu plus factice, elle est moins importante, même si elle apporte des choses. Donc voilà, faut pas même si la BD est vendue comme un truc un peu à part, parce que c'est juste titré La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, La Tempête, c'est bel et bien la fin, donc faut quand même avoir lu la saga. Mais c'est une saga absolument géniale. Les 2 premiers tomes sont dingues, et bon, je trouve que le Black Dossier c'est un peu plus compliqué, mais il y a quand même des trucs assez fous dedans. Et ça a été publié du coup en France chez Panini Comics au mois de mars, pile poil avant le confinement. Donc si vous faites le tour des libraires et des boutiques en ligne, il y a bien moyen de récupérer ça dans votre boîte aux lettres. Et c'est assez costaud et assez impressionnant et assez jubilatoire en tout cas. Cool, très bien. Gérald, toi, est-ce que dans ton emploi du temps un peu chargé, tu as la passion ou l'envie de lire de la bande dessinée, tu t'y plonges un peu? De temps en temps, ouais, Alan Moore, je connais un peu. C'est vrai que là, celui-là, j'avais vu effectivement qu'il sortait, donc ça fait bien envie. Mais c'est pas ce que je fais le plus, parce que les films sont chronophages, ça prend un temps fou. Ah, c'est le problème, c'est que chaque médium est chronophage, donc quand tu les mélanges, c'est bordélique. Exactement. Mais j'ai surtout lu de la BD jusqu'à la fin de l'adolescence, énormément. Et après beaucoup moins. Et Jean-Victor, tu dis c'est un peu le dernier volume d'Alan Moore, on est vraiment sûr qu'il va s'arrêter? On ne sait pas s'il continuera de la publication écrite, parce qu'il avait écrit un roman, son 2e roman qui était sorti il y a quelques années, qui s'appelait Jérusalem, alors que moi je regarde de loin sur mon étagère, je l'ai, mais j'ai toujours pas osé m'y affronter, parce que apparemment c'est colossal, et on sait qu'il y a un chapitre qu'il a mis 18 mois à écrire, et après il a fait une pause d'1 an tellement il était épuisé. Donc quand un cerveau comme ça est épuisé, tu te dis que toi tu vas vraiment souffrir devant. Mais en tout cas la bande dessinée, c'est sûr, il arrête, c'est son dernier tome, c'est son barreau d'honneur, c'est son bouquet final, ses adieux. Mais voilà, on sait que peut-être sur l'écrit plus traditionnel, il continuera peut-être. Et après, Alan Moore, c'est quand même un mec qui est perché,
marché. Là, il vient d'écrire un scénario qui devait être diffusé au festival, qui a été produit et qui est devenu un film, qui devait être diffusé à South by Southwest. A priori, le film sera peut-être diffusé dans toute la vague en ligne que le festival va mettre à disposition. Donc peut-être que le cinéma sera finalement un de ses derniers terrains de jeu, et entre-temps, c'est un mec qui était quand même assez perché, qui est devenu magicien et qui fait d'autres ouvrages. Donc je pense qu'il y aura peut-être d'autres trucs, mais a priori, la bande dessinée, pour lui, c'est fini. Ok, très bien. Et on en profite d'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur Alan Moore, je vous renvoie au double numéro du podcast Hommage collatéral de notre ami César, parce qu'ils ont consacré un numéro là-dessus, et c'est très complet. Exactement. Alan Moore, c'est un gros morceau, c'est pas rien. Moi, je vais vous parler d'un autre sujet qui est lié au dessin également, puisque je vais vous parler de la série Tales from the Loop, qui est disponible sur Amazon, comme les films du South by Southwest prochainement d'ailleurs. Tales from the Loop, c'est une série de science-fiction qui, de manière très originale, est adaptée non pas d'un texte précédent, mais d'œuvres picturales, puisque c'est un dessinateur qui a sorti un recueil de dessins en fait, et le showrunner de la série, puisque c'est Nathaniel Alpern qui a notamment bossé sur Légion, en envoyant les dessins, a décidé d'en faire une série live. C'est une série assez fascinante qui est disponible, je l'ai dit, sur Amazon, qui bénéficie sur ces 8 épisodes de 8 réalisateurs, dont les plus connus sont Jodie Foster, Mark Romanek et Andrew Stanton. Ça vous, quand même, je pense que vous les cernez à peu près. Et 5 autres réalisateurs qui sont tout à fait honorables, mais moins reconnus. Et au casting, vous avez des gens comme Rebecca Hall, Paul Schneider que vous connaissez, qui était dans les premières saisons de Parks and Recreation, pas du tout le même registre, et puis Jonathan Pryce. Et ce qui est assez fascinant, j'ai revu un peu les dessins avant d'en parler avec vous. C'est du coup, la démarche est déjà assez originale, encore une fois, mais vraiment dans la série, j'ai retrouvé ces instants-là, quoi. Ils ont vraiment fait attention à ce que dans chaque épisode, on retrouve ces iconographies, ces visuels-là, et les incruster dans une histoire qu'ils ont donc été obligés de créer, en fait. Et Tales from the Loop, pour aller droit au but, c'est un village au milieu des États-Unis. On imagine que c'est aux États-Unis, en tout cas, pays anglophone. Un village où il y a The Loop. Et The Loop, c'est un centre scientifique souterrain où il se mènent des expériences un petit peu étranges, on ne sait pas vraiment quoi, mais qui créent à la surface en fait des distorsions de la réalité, des trous temporels, etc. Et on va suivre durant 8 épisodes 8 personnages de cette petite ville perdus, qui vont vivre chacun à leur tour des histoires un peu étranges, un peu bizarres, mais de façon très belle en fait. C'est une série qui est assez énigmatique, qui est assez minimaliste dans l'âme, donc il n'y a pas des courses-poursuites, il n'y a pas des enchevêtrements de situations un peu dingues. Il y a des histoires assez sensibles, assez subtiles, et on est plutôt sur de l'émotion pure, avec des histoires d'un petit-fils et son grand-père, l'histoire d'un homme qui veut tomber amoureux, l'histoire d'une femme qui va découvrir son futur soi, enfin, etc., etc. Et le tout matiné d'un robot géant dans le fond, ou d'une triple centrale nucléaire dans un coin, et d'un centre souterrain mystérieux. Donc c'est un peu de la science-fiction minimaliste, ce qui peut perturber aussi, parce qu'on s'attend aujourd'hui à avoir des choses qui bougent, qui vous emmènent, qui vous... voilà. Moi j'ai beaucoup pensé à Lost, mais d'une façon bien plus écrite. C'est un peu la rencontre entre Lost et The Leftovers. C'est-à-dire que Lost c'était cool, c'était énigmatique, mais on savait pas trop où ça allait. Et surtout on savait assez bien que les scénaristes eux-mêmes étaient un peu perdus. The Leftovers, c'est l'émotion pure, c'est... l'énigme et le grand trou un peu dans l'histoire qui n'est pas vraiment exploré, mais qui permet de créer d'autres histoires annexes. Et The Tales from the Loop, c'est un peu ça, c'est un peu l'envie de... Il y a plein de choses qui vont pas être racontées. The Loop, on saura jamais vraiment ce que c'est. Je vous spoil pas du tout le truc, parce que c'est pas l'intérêt, c'est pas le centre de la série, mais c'est plutôt le décor, on va dire. Ouais, sachant que tu vois quand même dedans les bureaux, etc., mais tu comprends jamais vraiment ce qu'ils font, quoi. Oui, c'est pas non plus une série qui va totalement ignorer le truc, c'est-à-dire qu'on voit un bout de couloir, un truc, on peut penser à ces centres de recherche en Europe, dans le monde qui existent, qui sont des centres souterrains pour des raisons tout à fait techniques, d'exploitation de l'atome, etc. C'est une série assez fascinante parce que elle s'inspire de choses très visuelles, et en même temps, moi j'y ai trouvé une sensibilité, une émotion qui est pas forcément présente dans le
pilote qui est réalisé par Marc Romanek, qui est un super réal et qui a fait notamment beaucoup de clips. Marc Romanek, c'est un des grands noms du clip musical, et quand vous allez voir son CV, il a fait tourner les plus grands artistes de la musique actuelle. Mais l'épisode pilote un peu est une introduction de cette série un peu anthologique, même si chaque histoire est imbriquée les unes dans les autres. Donc, ouais, le décor reste le même à chaque fois. Ouais, mais c'est-à-dire que le personnage secondaire du premier épisode devient le personnage central du deuxième, le personnage secondaire du deuxième devient le personnage central du troisième, etc. Et le huitième va réunir un peu tout ce qui s'est passé pour offrir une conclusion. Donc c'est pas vraiment une série d'anthologie, quoi. Enfin, à moitié. Avec l'anthologie. Ouais. D'ailleurs, il y a un ou deux épisodes qui sont un peu détachés où le personnage le héros part totalement loin du village et de The Loop et vit sa propre aventure. Et du coup, c'est un peu dommage parce que là, on vire dans quelque chose où on se raccroche pas du tout à l'environnement et au décor. Mais la série est assez fascinante par sa logique, c'est-à-dire de fonctionnement, de pouvoir tisser des histoires autour de chaque personnage secondaire. Moi, j'aime bien cette idée d'aller explorer tout ce qui se passe en arrière-plan du premier épisode. Hop, on va aller voir dans le deuxième le décor au fond du premier. Enfin, on creuse un peu, ce qui est assez rare dans les séries. Souvent, on a des personnages qui passent et pouf, on sait plus ce qu'ils font. Et cette série semi-anthologique, du coup, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais se conclut. Et je pense pas, je sais pas s'il y aura une vraiment seconde saison. Je sais pas s'il y a un intérêt dans ces cas-là à continuer encore l'histoire, quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé pour ceux qui ont vu une partie de la saison, du coup. Moi, j'ai vu que le premier. J'ai trouvé ça vachement bien. J'aimais vachement les dessins au départ, donc voir un peu l'univers du dessinateur suédois prendre vie, ça m'a bien emballé. Moi, ça m'a rappelé. Toi, tu parlais de Leftovers et de Lost. Alors, c'est de l'anthologie, mais ça m'a rappelé. Le premier m'a rappelé les histoires fantastiques de Steven Spielberg. Dont on avait parlé dans une précédente émission et qui justement recommence en ce moment puisque Apple a récupéré la licence et Spielberg a reproduit quelques épisodes et il se trouve que la nouvelle version est pas très bien et j'ai un peu l'impression avec Tales from the Loop de retrouver un espèce d'histoire fantastique. Le reboot, c'est lui en fait. La manière dont se déroule le premier épisode, l'écriture, la révélation et compagnie, c'est clairement le sujet. Ouais, surtout, moi, pour une petite note d'humour, mais ça m'a fait vachement penser à une série plus mainstream et plus légère qui s'appelle Eureka, où c'est un peu un village de scientifiques où dans chaque maison, il y a quasiment une expérience un peu étrange, chelou. Et d'ailleurs, le premier épisode, c'est ça, c'est une des scientifiques de la base qui ramène chez elle quelque chose et ça fait... c'est vraiment que son environnement proche qui va vivre une aventure extraordinaire. Et on peut imaginer que dans chaque maison, quasiment, il y aura une aventure extraordinaire qu'on peut exploiter. Et c'est peut-être en ça qu'on pourrait espérer avoir plus d'épisodes. Et vraiment, ça peut se vivre et ça fait du bien aussi d'avoir 8 épisodes qui se tiennent avec un début, une fin, un milieu et encore une fois, beaucoup de sensibilité là-dedans. Ça joue pas trop sur... L'idée, c'est pas trop d'explorer le côté méca, scientifique, etc. C'est plutôt utiliser tout ce contexte-là pour raconter des histoires autour des personnages. Ouais, sachant que de toute façon, les illustrations, elles sont devenues connues puisque c'est un des représentants les plus beaux récemment du rétro-futurisme, donc ce côté un peu années 60 avec des machines surréalistes qui volent et tout, mais qui en même temps ont vraiment ce design un peu old school. Après, moi, la série, pour le coup, je suis pas du tout... Enfin, j'ai vu que la moitié, j'ai vu que les 4 premiers épisodes, mais je suis pas du tout rentré dedans. Y a le truc, en fait, chaque épisode va tourner autour d'une question scientifique, en tout cas d'un vrai concept scientifique. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que je trouve qu'une fois qu'ils ont posé le truc, t'as compris l'idée, mais ça va jamais beaucoup plus loin. Je trouve qu'ils n'arrivent pas en fait à vraiment exploiter leur concept, qui s'en contentent littéralement. Surtout que c'est souvent des trucs assez prévisibles. Le premier épisode, compte tenu du titre de la série, vous trouverez vite le truc. Et typiquement, c'est par exemple un couple d'adolescents qui est un peu timide et qui aimerait en fait, ils sont un peu tous les deux seuls contre le monde. Et ils aimeraient vivre leur truc dans leur coin parce que a priori, les parents veulent pas machin. Mais bon, tout est sous-entendu et tout est très lent, donc ça met jamais vraiment des mots sur les choses. Et évidemment, ils vont trouver une machine qui leur permet d'arrêter le temps. Et donc le temps s'arrête, plus personne ne bouge sauf eux, et ils vivent leur truc, mais évidemment ça va avoir des limites, ou par exemple deux personnages qui trouvent un moyen d'inverser leur personnalité, donc la personnalité passe dans le corps de l'autre, et évidemment ils vont essayer le truc, et il y en a un qui va plus vouloir changer de corps, donc ça va créer du drame, etc. Mais en fait à chaque fois, je trouve que compte tenu du concept scientifique qui est posé, ils prennent la première issue narrative que j'ai l'impression d'avoir déjà vue dans des dizaines d'autres trucs, dans des films, dans des séries, etc.,
et qu'ils vont pas beaucoup plus loin, surtout que le côté très lent avec des dialogues très timorés où chaque personne dit un mot toutes les 10 secondes et où on se regarde en plan fixe avec un peu de lumière derrière, des belles plantes, etc. Enfin des belles fleurs, etc. En fait, ça donne un peu un côté très cucu au truc, parce qu'en plus la musique est larmoyante, tu entends les mêmes musiques en boucle, les mêmes notes de piano, etc. Et j'ai vraiment ce sentiment que ils ont posé une base de récit pour ces fameuses illustrations qui s'amusent à mettre en image, parce qu'effectivement chaque tableau du mec est devenu un plan ici, voilà. Mais que en fait tout ça il y a un peu. Après, je dis ça sans avoir vu la fin, hein, mais je trouve que pour l'instant c'est un peu vide, quoi. C'est de la citation un peu, c'est un peu des dictons Instagram, est-ce que les mecs balancent genre ah oui, dans les ténèbres peuvent naître la lumière. T'es là, tu fais oui les gars, super, on a compris. Et surtout qu'en fait, comme chaque épisode repose sur un concept qui va être exploité, mais au niveau 1 pendant 50 minutes, et donc tout tourne autour de ce concept-là, donc chaque scène du début d'épisode te fait du foreshadowing sur ce qui va se passer, donc en fait, tout est ultra limpide, je trouve ça, que à chaque fois tu te dis bon bah il va se passer ça, ouais. Et t'as 50 minutes sur ce truc-là, et tu fais oui, ok, j'avais compris l'idée, j'ai compris le peu de rapport que ça a avec des trucs de banalité de la vie, genre la vie, la mort, l'amour, machin, oui, ok. Mais je trouve que c'est un peu vain, enfin c'est un peu que de la poudre aux yeux pour l'instant. Alors, encore une fois, ça se trouve tout se mélange à la fin et je fermerai ma gueule ensuite en disant waouh putain la fin était géniale. Mais j'ai un peu ce truc de c'est très poseur, c'est un peu hipster, c'est un peu néo-futuriste, enfin rétro-futuriste, donc c'est joli. Et en même temps, comme j'aime bien le dire, c'est une série où on a quand même le temps de se faire chier, quoi. Non mais c'est un peu lancinant et je peux comprendre tout à fait. Moi j'ai eu ce sentiment-là sur les deux premiers un peu, sur le 5 et 6 aussi, parce que c'est des histoires un peu détachées du contexte principal. Après j'y ai trouvé beaucoup de beauté dans la manière dont c'est réalisé. Enfin je trouve que ça fait du bien aussi d'avoir une série qui se pose un peu et qui démultiplie pas les rebondissements et tout. Donc ah oui non, après faut le rythme faut être prêt à rentrer dans faut être prêt à rentrer dans une série qui est assez lancinante et qui encore une fois, les trucs de science-fiction, les high concepts technologiques ne sont là que pour habiller un récit qui est plutôt émotionnel et humain, quoi. Et toi, Mathieu, tu parlais de l'épisode 4 par Andrew Stanton. Ouais. Est-ce que le fait que ce soit réalisé par lui est quelque chose en plus ou... Non, après ce qui est marrant, c'est que l'épisode d'Andrew Stanton, on sent transparaître évidemment son amour des robots, et c'est assez... c'est difficile de pas penser à ces films quand tu vois ça. Après, c'est le travail d'une série d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le mec se cale dans un cahier des charges déjà préétabli. Ce qui est marrant de voir, c'est qu'au final, Jodie Foster, Andrew Stanton, ou les réalisateurs les moins connus de l'équipe, qui ont tous des CV, évidemment, ils ont tous fait de multiples épisodes de Légion, de Game of Thrones ou d'autres choses, tout ce que vous voulez. Donc finalement, c'est vachement intéressant de voir des vétérans mais de télévision, donc on les voit moins en avant qu'au cinéma. Andrew Stanton, c'est très bien son épisode. Après, je n'aurais pas su que c'était lui, j'aurais pas vraiment deviné, quoi. Ouais, puis non, globalement, c'est vrai qu'à l'écran, il n'y a pas de... Là, en fait, la réal, globalement, ça se repose vachement sur des plans fixes qui sont très composés, sur un truc un peu lancinant, donc il n'y a pas de réal qui se lance dans des fulgurances de caméra ou machin. Il y a quand même cette idée de faire ce rythme un peu timoré et lancinant, donc de faire un truc qui est posé et pépère, quoi. À la limite, on retrouve un peu plus de liberté dans le dernier par Jodie Foster, où on sent que c'est un peu plus... ça bouge un tout petit peu plus. Mais c'est surtout le travail, je pense, de Mark Romanek, qui est également producteur de la série, et il avait notamment réalisé One Hour Photo avec Robin Williams en 2002. Ouais, il avait fait aussi Never Let Me Go, ouais. Ouais, et je pense qu'on y voit un peu sa sensibilité à lui là-dedans. Mais voilà, ça fait, enfin pour moi c'est un petit bijou de série que vous pouvez voir en assez peu de temps, et ça c'est pas mal des fois de pas se taper 36 saisons. C'est disponible sur Amazon, et puis voilà, faut le prendre comme quelque chose d'assez doux et d'assez lent, mais je peux vous promettre, enfin du coup je vous promets que le 8e épisode boucle le truc un peu et ne vous laisse pas sans une vraie conclusion. Et on peut aussi citer dans les gens connus à la prod exécutive, il y a Matt Reeves, ouais, qui est le réalisateur des 2 derniers Planète des Singes et qui est en train d'officier sur le prochain Batman. Exactement. Gérald, même question, est-ce que toi du coup les séries télé c'est quelque chose que tu abordes un peu ou pas ? Oui, mais en fait là j'ai une méthode maintenant, c'est-à-dire que si dès le premier épisode j'accroche pas, je laisse tomber parce que c'est pareil, c'est chronophage. Et, ouais, et puis, y a trop de trucs là en ce moment j'ai commencé la suite du Bureau des légendes. J'avais vu la série dont tu parles, j'avais vu la bande-annonce, il y a des bonnes critiques sur les sites américains.
je m'étais dit pourquoi pas, moi aussi je suis comme vous, j'adore la science-fiction, donc ça m'intéresse toujours. Puis le casting est dingue et les réalisateurs aussi sont hallucinants, quoi. Donc c'est marrant tous ces transferts de réalisateurs de cinéma qui vont à la télé, où c'était plutôt l'inverse à une époque, et maintenant c'est ça qui les fait vivre en partie, quoi. C'est assez fou de penser ça. Mais oui, je regarde pas mal de séries, mais j'abandonne vite, quoi. Si j'accroche pas dès le début, je laisse tomber parce que ça prend trop de temps après. Ouais. Tu penses que Mario Bava, il aurait fait de la série télé aussi ? Bah, je suis pas sûr parce qu'en fait c'était lié vraiment à un mode de fonctionnement de l'industrie italienne, et la série italienne à l'heure actuelle, si il y en a un petit peu, mais il y a encore quand même pas mal de films de genre italiens qui arrivent pas forcément sur nos écrans, mais il y a encore quand même, ça existe encore, donc je pense qu'il aurait surtout fait du cinéma. Ouais. On renvoie au premier chapitre de ton livre qui sont assez intéressants là-dessus. Et ben on va passer sans transition aucune, puisque je n'en ai pas, puisque je ne sais pas de quoi on va parler. Marc, tu vas nous parler jeux vidéo. Oh, il y a de la science-fiction dans le truc de Marc. Il y a des robots ? Est-ce qu'il y a des robots ? Alors oui, il y a notamment des robots, mais alors l'univers est pas du tout le même, parce que autant Tales from the Loop c'était très mignon, très gentillet, autant Industries of Titan on passe dans la hard SF, on va parler environnement pollué, pluie acide, immigration, ce genre de choses très réjouissantes. Ah, sympa. Virus aussi, ouais. C'est un Industries of Titan, donc c'est un jeu. Alors on va parler de jeux vidéo sur PC. J'ai pas trop l'habitude de faire ça m'arrive pas souvent. Ça y est, il joue enfin avec une souris et un clavier, oui. Exactement, je sais que ça te fait plaisir, Jean-Victor. Tout à fait. Le jeu est disponible depuis le 14 avril en ce qu'on appelle en Early Access. Ça veut dire que vous achetez le jeu complet, mais vous participez à une espèce de phase de test où le jeu est pour le moment incomplet, il n'y a que le début. Il y a plein de fonctionnalités qui sont bridées, et ça fait remonter les bugs aux développeurs, qui ensuite corrigent, améliorent, et petit à petit vous avez des mises à jour jusqu'à la sortie complète qui est prévue pour 2021. Et pourquoi je vous parle de ce jeu ? Tout simplement parce que le directeur artistique du titre est un ami à moi que je connais depuis très longtemps, qui a démarré comme... Alors, en fait, le jeu, pour bien expliquer, le jeu est développé en voxel. Et pour ceux comme Mathieu qui ne savent pas du tout ce que c'est... Pas du tout. Imaginons, le pixel, c'est un carré qui est représenté à l'écran et avec lequel tu peux faire tout ce que tu veux. En fait, le voxel, ça devient un cube. Donc, ton unité graphique de départ, c'est un petit cube. Et du coup, en voxel, tu peux faire plein de choses, c'est un peu comme des espèces de Lego numériques, si on veut. Oui, la meilleure représentation du voxel, par exemple, c'est Minecraft. Ouais, exactement. Et il y a plein de gens qui ont développé des outils pour faire des choses très belles en voxel. Et si vous tapez voxel art sur Google ou sur Twitter, vous allez voir plein de jolies choses qui sortent, des choses très lumineuses, très colorées. Peut-être la prochaine série Amazon, on ne sait jamais. Il y a des trucs assez cool. Et du coup, mon camarade Antoine est passé de je fais du voxel dans mon coin et je fais des petits dessins mignons à je me fais embaucher par une boîte canadienne, je pars bosser au Canada et je finis directeur artistique sur un jeu de stratégie. Très bien. Donc c'est plutôt un parcours assez cool. Donc Industries of Titan, de quoi ça parle ? En fait, c'est un jeu qui, si vous voyez SimCity, c'est un petit peu le principe d'un SimCity dans l'espace sur Titan, la lune de Saturne. Et donc en fait le principe c'est que on est dans un futur très très lointain. Il y a eu avant nous des gens qui ont tenté de coloniser la lune. Il y a donc des ruines dessus et on s'installe et il faut commencer à fouiller les ruines, à monter une ville récente dans le bordel qui a été créé par la génération d'avant. Et du coup il faut gérer les ressources, principalement les ressources énergétiques, aller chercher du minerai, aller casser des cailloux, produire de l'électricité, générer du fuel. Et à la SimCity, vous partez d'un quartier général, vous commencez à créer des usines dans lesquelles vous pouvez héberger des gens. Il y a un spatioport dans lequel on peut faire venir des navettes. Et on se fait aussi attaquer par des bandes rivales et des clans qui sont déjà installés sur la Lune et qui veulent le territoire. Et tout ça se passe dans un environnement pas du tout joyeux, puisque comme je le disais au début, Alexandre va parler d'Animal Crossing juste après, et en fait nous on est sur quelque chose de complètement différent.
complètement anxiogène en fait. Autant Animal Crossing c'est petit, mignon et c'est cool et on plante des fleurs et on est copains avec des petits animaux. Autant Industries of Titan, on vous le dit dès le départ, non mais créer un incinérateur, on s'en fout, ça fait de la fumée polluante, mais une fois que c'est de la fumée, on n'en a plus rien à foutre. Les gens, pour gagner de l'argent, on fait venir des immigrés, on les transforme en employés via une machine où ils sont lobotomisés, et pour gagner de l'argent, on peut créer des petits modules où on met des mecs devant des écrans et ils cliquent sur des bandeaux de pub à longueur de journée et ça nous rapporte des dollars. D'accord. Faut pas que Trump joue à ce jeu, sinon ça va mal tourner. C'est très dans la DA. J'étais un peu en train de regarder un petit peu. Moi, ça m'a fait tout de suite penser à Blade Runner. Ouais, ça fait vachement penser à Blade Runner dans l'ambiance, un peu aussi à Total Recall, la partie du film de Verhoeven sur Mars. Je vous mets un lien dans la conversation avec des images en plus pour que vous puissiez vous faire une petite idée. C'est très podcast de dire ça. Lien que les gens qui nous écoutent pourront évidemment retrouver dans le descriptif. Donc voilà, c'est comme le jeu est incomplet, ben c'est pas facile d'avoir un avis complet justement. On sait pas trop où ça va se diriger, mais comme le disent les premières critiques, moi je trouve ça très encourageant. C'est très très beau. Le voxel permet des designs assez ouf, avec des lumières au néon, des couleurs, des ambiances à la fois sombres et colorées. Alors évidemment, c'est très cubique aussi, mais c'est très très beau. Et le truc nous vend de l'affrontement avec plus de bagarres par la suite et beaucoup d'améliorations. Donc moi, je suis très très curieux de voir où on va. Parce que là, toi, pour l'instant, tu fais quoi concrètement dans le jeu ? Moi, pour le moment, j'ai joué 4 heures. J'ai fait le noyau de la ville, donc vraiment le point de départ. J'ai récupéré des premiers vaisseaux, j'ai commencé à monter un petit peu de défense en créant en mettant des armes sur des tourelles, et je me suis fait attaquer. Et puis de là, j'ai dû réparer la ville et réparer les dégâts. Et en gros, j'ai commencé à sentir que à ce moment-là du jeu, je commençais tout doucement à bloquer dans les fonctionnalités. Il n'y a plus grand-chose que je peux vraiment développer à partir de là. Et du coup, voilà. Mais est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y aura, je sais pas dans quelle mesure par rapport au développement, des enjeux sur la gestion justement de la pollution, de l'humain, est-ce que voilà, il y a dans la gestion de ta ville et de son expansion, est-ce qu'il y a des caractères un peu ethniques ou moraux à prendre en compte, ou c'est juste tu développes, tu crames tout et on s'en fout? Non, au contraire. Alors, je sais pas si en termes de tonalité, on va vers des choses plus positive par la suite. Je crois qu'on reste vachement dans l'univers sombre et glauque, mais par contre il y a d'autres paramètres, notamment l'optimisme de la population, ou l'état d'esprit de la population entre en ligne de compte. La pollution doit être mieux gérée aussi, et voilà, il y a tout ça entre en jeu. Après, je pense qu'on va quand même rester sur des pluies acides et des immigrés qu'on lobotomise, tu vois. Bien sûr, ça a l'air très sympa. Marc, il a trouvé le jeu parfait en confinement pour rester sans esprit. Et là, il est à 21,99. Ouais, c'est ça. Il est pas très cher. Il est à 22, c'est ça, 22 balles sur. Il est disponible que sur Epic Games pour le moment, puis sur la plateforme Epic Games, parce que c'est justement un early access. Mais ça sort l'année prochaine en version complète. Et voilà, moi j'aime bien, j'ai bien aimé le concept. J'ai oublié de préciser un truc aussi, c'est que autant SimCity, ça reste de la gestion de ville de très haut, autant ici finalement on peut rentrer dans les bâtiments et ça devient quasiment les Sims ou Animal Crossing dont Alexandre va parler, où on peut paramétrer des détails vraiment pour chaque bâtiment pris séparément. Très bien, un jeu totalement moderne et cynique sur notre époque donc. Exactement. Mais dans l'espace, donc c'est cool. Très bien, est-ce que vous avez d'autres questions pour Marc sur ce sujet? On en reparlera peut-être au moment de la sortie complète l'année prochaine. Moi j'aimerais bien un bilan de sa politique, savoir si les gens sont heureux ou pas. Pour le moment je peux pas le mesurer, mais je t'avoue que le début c'était un peu étrange quand on est en confinement, donc quand les mecs te disent ouais alors la pollution c'est cool, les pluies acides c'est la vie et le reste c'est pas très grave,
Ok. Ah oui, donc c'est pas très joyeux quand même. Et vous parlez de Blade Runner, moi ça me fait vachement penser, sans y avoir joué, à Total Recall de Verhoeven. Est-ce que il y a un petit truc comme ça aussi? Ouais, je le citais tout à l'heure. Ça fait partie des sources d'inspiration. Et connaissant Antoine, mon copain qui a bossé sur le jeu, je crois qu'on peut citer Dune aussi parce que c'est un grand dingos de Frank Herbert. Du coup, il y a forcément une influence dedans. Tu spoil un peu la sortie, les fins d'année de cinéma là en parlant de Dune. Un petit peu. Mais on en reparlera. On va conclure sur un autre sujet de jeu vidéo qui sera peut-être plus léger et plus justement, ça va être complètement l'opposé. Oui, en fait, c'est à la fois la même chose et à la fois l'opposé, puisque du coup, on va parler de Animal Crossing New Horizon, si vous voulez. Ouais, je sais, merci. Donc, Animal Crossing, c'est une série de jeux vidéo qui a été créée en 2001, et en gros, c'est un peu comme les Sims en version mignon, c'est-à-dire que c'est un simulateur de vie. Ça a été créé sur Nintendo 64, sur GameCube, puis après c'est aussi passé sur Nintendo 3DS et sur smartphone. Et là, en septembre 2018, ils ont annoncé la sortie de ce nouvel opus sur la Switch, qui était à la base prévu pour 2019 et qui est finalement sorti en mars 2020. Donc là, il y a à peu près un mois. Ça a été un véritable raz-de-marée. En fait, il faut savoir qu'il y a une énorme communauté de fans d'Animal Crossing, et ça a été un véritable raz-de-marée parce qu'il s'est écoulé à 2 millions de ventes en 3 jours juste au Japon, ce qui fait donc le meilleur démarrage pour un jeu sur Switch. Donc ça raconte quoi? En gros, on est un petit personnage qu'on personnalise, donc nous-mêmes, et on décide de tout plaquer pour aller vivre sur une île déserte. Donc on arrive à un aéroport dans un espèce d'agence de voyage, et on choisit son île. On arrive en avion dans un endroit complètement vierge d'humains. Il y a juste de la faune, de la flore. Tom Nook, qui est un tanuki capitaliste, qui est un peu le maire de l'île. Et en gros, nous, on va devenir le délégué insulaire de l'île. Et Tom Nook va donc nous demander d'agrandir l'île en lui payant de l'argent. L'argent sur l'île, c'est des clochettes. Putain, ça donne envie. C'est vrai. Et petit côté capitaliste aussi. Et c'est ultra capitaliste, c'est vraiment l'enfer. Et plus on va avoir des habitants, évidemment, plus notre île va être belle et riche. Et pendant que Tom Nook, donc le tanuki, il est derrière son bureau en train de se tourner les pouces, de dormir, de regarder par la fenêtre aussi parfois, nous, on va devoir couper du bois, désherber, planter des arbres, capturer des insectes, pêcher des poissons pour pouvoir soit construire des objets, donc ça peut être une télé, un canapé, une clôture, un pot de plantes, un sac à dos ou des choses comme ça, ou alors revendre ses ressources, donc revendre les fruits, les poissons, les insectes, des choses comme ça, et pouvoir construire des ponts, des maisons pour les autres, des routes pour qu'il y ait de nouveaux habitants qui arrivent. Et évidemment tout ça évolue. Tout ça évolue énormément, puisque nous, quand on arrive sur l'île, déjà on est plus ou moins tout seul, et on arrive avec une tente. Et donc on est juste sur une tente, et au bout de quelques jours de jeu, il y a déjà une maison qui se construit, et au fur et à mesure, on peut faire un prêt à Tom Nook, et on peut avoir une maison à plusieurs étages. Et c'est un prêt à taux zéro, il faut savoir, c'est important. C'est un prêt à taux zéro, et on doit... C'est trop la réalité, en fait. On doit le rembourser. C'est assez flippant parce que ça reste assez réaliste dans la gestion de l'argent, mais en même temps c'est vraiment ultra capitaliste, c'est vraiment l'enfer. Et après on peut complètement s'en foutre, on peut décider de vivre notre vie pépère sur l'île, sans avoir une maison de ouf, sans avoir 1 milliard d'habitants, c'est aussi faisable. Parce qu'après tout, une tente Quechua, ça marche très bien aussi. Exactement. Il faut savoir que le jeu est en temps réel, donc il est à la même heure chez nous que l'heure dans le jeu. Que à Wall Street. Exactement. Et ça va évidemment avoir beaucoup d'influence, donc parce qu'il peut y avoir des jours il va pleuvoir ou pas, il peut y avoir des jours où on n'aura rien à faire. Par exemple, moi ça m'est déjà arrivé, je joue quand même pas mal depuis 10 jours, et sur les 10 jours, j'ai rien à faire. J'avais déjà fait tout ce que j'avais à faire. En fait, plutôt que de rien branler dans la vie, tu branles rien sur Animal Crossing. Et donc en fait, tous les jours, moi je vais aller voir Tom Nook, ce petit connard de capitaliste, et je vais lui dire, je dois faire quoi aujourd'hui pour toi? Et parfois il me dit, écoute, tu peux construire des ponts si tu veux, mais vu que c'est toi qui décides de construire un pont, c'est toi qui dois le payer. Ou alors parfois il me dit, tu n'as rien à faire,
tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Alors évidemment, la faune change en fonction du moment de la journée, mais aussi en fonction des saisons et de l'hémisphère, si on est hémisphère nord ou hémisphère sud. Des personnages vont apparaître de façon plus ou moins aléatoire en fonction des jours. Par exemple, il y a un des gros aspects du jeu, c'est que le dimanche, il y a une personne qui vient et qui vend ses navets. Donc il faut savoir que le prix des navets fluctue en fonction de l'île. Moi ce matin par exemple mon navet coûtait 90 clochettes, donc on va dire 90 €. Et chez mon cousin il pouvait acheter ses navets à 110 clochettes. Donc il m'a envoyé un message et il m'a dit est-ce que je peux venir sur ton île pour acheter des clochettes, pour acheter des navets moins chers. Et je vais avoir une semaine pour revendre ces navets, sachant que le prix va fluctuer par demi-journée et par île. Donc par exemple moi j'ai acheté mes navets 90 clochettes et peut-être que mardi soir je vais pouvoir les revendre sur mon île 200 clochettes, mais peut-être que chez Marc je vais pouvoir les revendre 600 clochettes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes navets, je vais aller chez Marc et je vais pouvoir vendre des clochettes. C'est de la spéculation boursière. Je préfère les pluies acides. Putain, c'est dingue en fait. Ils sont trop forts chez Nintendo. Il faut savoir qu'il y a un vrai trafic de navets qui se met en place sur Internet. Il y a un site Internet qui permet d'aller visiter les îles des autres moyennant une contrepartie. Donc voilà, tu peux aller revendre tes navets pour pour une île qui va les avoir à 600 clochettes. Mais si tu y vas, il faut que tu lui laisses une table en bois et 50 000 clochettes. Voilà, ce genre de choses. Et honnêtement au début quand ça a été annoncé je voulais pas y jouer, j'ai jamais joué à Animal Crossing, je trouvais que ça avait l'air ultra chiant et confinement oblige et un peu aussi effet mouton parce que j'ai tout le monde en fait autour de moi qui l'a acheté et Marc qui postait des captures d'écran de sa maison trop mignon sur Twitter, donc j'avais vraiment envie d'y jouer. Parce que du coup tu l'as pas trop dit mais visuellement c'est kawaii, c'est les Funko Pop qui bougent quoi. Oui exactement, oui c'est ça. T'as bien résumé, c'est des grosses têtes, des gros yeux, super mignons, tout le monde est gentil, il y a des gens, on peut construire un robot géant, ça c'est vrai, je l'ai pas encore fait mais on peut construire un robot géant, on peut construire un petit stand de noix de coco au bord de la plage, planter des fleurs, capturer des papillons, c'est ultra mignon et en même temps ultra capitaliste. Et finalement, donc j'ai craqué et je suis devenu complètement accro, au point même que j'en ai même rêvé la nuit. Figurez-vous que je devais planter des arbres. Non, pas les navets, non. Et évidemment, le jeu incite forcément à jouer à fond, à se connecter au moins une fois par jour, ce qui a une récompense si on se connecte une fois par jour. On a envie d'avoir une île qui est absolument parfaite, sans mauvaises herbes, sans arbres moches, des trucs comme ça, vraiment avoir une jolie maison, plein d'argent, et tout en délaissant évidemment le rangement de mon appartement dans la vraie vie. Voilà, c'est un peu le truc. Et maintenant, quand on lui dit passe l'aspirateur, il passe l'aspirateur dans Animal Crossing. Exactement. Et c'est très addictif et en même temps, on s'évade quoi. On se marre, on s'évade, quelque chose qu'on peut pas faire finalement actuellement quoi. Je crois que c'est pour ça que le jeu cartonne maintenant, et que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, c'est parce que c'est vraiment le jeu impeccable pour le confinement où tu es dans la nature alors que tu peux pas te sortir de chez toi, tu ramasses des fruits alors que tu peux pas dans la vraie vie. Et en plus de ça, c'est pas trop chronophage dans le sens où, comme le disait Alexandre, comme c'est du temps réel et que c'est basé sur les vraies heures de la journée, tu peux jouer 2 heures par jour. Tu n'es pas obligé d'y passer toute ta journée et de faire que ça parce que de toute façon... C'est beaucoup 2 heures déjà. Au bout d'un moment, dans le jeu, tu vas te retrouver avec plus rien à faire et tu vas être obligé d'attendre le lendemain. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Pourquoi ça s'appelle Animal Crossing? Parce que du coup, tu croises des animaux. En fait, toi, t'es le seul humain et tous les personnages que tu vas croiser, c'est des petits animaux trop mignons. Voilà. Génial. Est-ce que Gérald, ça va jouer à Animal Crossing chez toi du coup? Non, je pense pas trop. Aucun de nous ne joue en fait chez moi. Ma fille, peut-être que ça viendra, elle a bientôt 8 ans, donc peut-être que ça fera partie de son univers, mais ni ma femme ni moi ne jouons. Pour l'instant, c'est un peu trop capitaliste pour elle. Hein. et du coup, Marc aussi joue un petit peu, si jamais tu veux dire quelques mots en plus. Alors Marc vous propose de venir acheter des navets sur son île. Moi j'y ai joué vachement et comme je disais avant, je trouvais que ça m'a vachement plu d'y passer 1 heure par jour et d'interagir avec du monde pour trouver le meilleur prix des navets, pour toi t'as des oranges, moi j'ai des pommes, viens on se rencontre. Aujourd'hui, pour vous donner une idée de comment on est bloqué dans le confinement, c'est l'anniversaire d'une copine à nous, Clémence, qu'on embrasse.
Et comme j'ai pas du tout la possibilité de lui envoyer un cadeau en vrai, puisque les colis arrivent pas, les fleuristes sont fermés et tout ça, je lui ai fait un cadeau dans Animal Crossing ce matin. Et elle était hyper contente. Les navets. Voilà, en fait, c'est l'Oasis dans Ready Player One. Bah non, ça, c'était Animal Crossing en vrai. C'est un petit peu ça, exactement, ouais. C'est pas Oasis, c'est navet à la place. Ouais. Mais pour aller vraiment dans le sens de ce jeu très pro-confinement, je pense que j'y aurais pas passé autant de temps, ni même que je l'aurais peut-être pas acheté si la situation n'avait pas été celle qu'elle est, parce que moi, de base, planter des fleurs pendant 2 heures tous les jours, ça me pas un truc qui me passionne plus que ça. Mais là, ça tombait vraiment pile poil. C'est sûrement le truc le plus intéressant en fait, c'est que t'as pas mal de sociologues et de gens qui se sont penchés sur la question en essayant d'expliquer le succès du jeu, et notamment cette idée que ça représente à la fois tout ce que les gens peuvent pas faire en confinement, et aussi l'envie de dire c'est presque l'utopie du monde d'après, où en fait les gens se préoccupent de leur petit jardin et ont rien à faire de la journée. Puis alors, je suis pas sûr, mais je crois qu'apparemment le mec à qui tu dois rembourser des trucs, si tu le fais pas, en fait ça a pas tant d'incidence que ça. Non. Donc c'est quand même du capitalisme modéré. Ouais. Et apparemment les gens accrochent aussi parce que la philosophie du jeu, c'est tu chilles sur ta plage avec ton petit lopin de terre, et puis et voilà, tu fais bonjour à des animaux et tu fais du jardinage et c'est cool. Exactement. Mais est-ce que c'est comme les Tamagotchi, un peu de il faut revenir quand même pour prendre soin un peu de tout son environnement? T'as tes fleurs qui fanent, mais bon, à part ça, non, à part ça, non. C'est pas ton personnage ne va pas mourir de faim si tu ne joues pas pendant des mois. Y a pas de pluie acide, quoi. Par contre, vu que c'est basé sur le temps réel, si tu vas pas tous les jours, tu vas rater des événements. Et il y a des événements, ils ont fait un dimanche, c'était Pâques, il y a eu un événement pour Pâques. Là, c'est bientôt la journée de la Terre et il y aura quelque chose. Et du coup, il se passe rien vraiment, mais en même temps, tu rates des trucs, quoi. Ah, ils ont trouvé le moyen de vous garder sous la main. Est-ce que vous jouerez après le 11 mai, du coup? Ça, c'est toute la question. Je crois qu'après le 11 mai, on aura surtout envie de faire des trucs dans la vraie vie, hein, du coup. Progressivement. Si on est sorti, parce que c'est pas dit non plus. Ouais, voilà. Progressivement, ouais. Ok, Alexandre, un dernier mot sur ce monument du jeu vidéo. La musique est très entêtante et je la sifflote à longueur de journée, et je pense qu'on va la mettre en fond. Est-ce que vous voulez donner vos identifiants Switch pour que les gens puissent vous rejoindre? Ouais, oui, on les mettra en commentaire. Mais on les mettra dans l'article sur le site, on mettra les identifiants Switch. Ouais. Venez me donner des fleurs, j'ai besoin de fleurs. Voilà, si vous voulez, j'appelle à vos dons de fleurs. C'est le message fort de cette émission. Écoute, merci beaucoup pour ces 2 sujets jeux vidéo d'ailleurs. On va remercier Gérald de nous avoir accompagnés sur cette émission spéciale confinement. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. On espère voir les événements sur lesquels tu travailles prendre vie à un moment donné d'ici la fin de l'année. Oui, moi aussi. On conseille à tout le monde d'acheter dans toutes les bonnes librairies en physique quand elles réouvriront Mario Bava, le magicien des couleurs, qui est sorti chez Lobster Film. Oui. De regarder Peur sur la ville, qui est dispo en VOD. Exactement, tout à fait. J'allais te dire justement qu'on a donc parlé de Jean-Paul Belmondo, à qui on re-souhaite un bon anniversaire quand même, c'est important. Bon anniversaire Jean-Paul. On a parlé aussi du dernier volume d'Alan Moore, donc on embrasse aussi Alan Moore, c'est important. Gros bisous à Alan Moore. Pas sûr qu'il... Enfin voilà. Lui, c'est pas sûr qu'il en a rien à foutre. Avec les mesures de confinement qui vont bien. On a parlé aussi d'une série sur Amazon qui s'appelle Tales from the Loop. Et on a parlé de 2 jeux vidéo, Industries of Titan et Animal Crossing. Et on vous embrasse, on vous propose de venir commenter tout ça sur Twitter, sur le compte Twitter de l'émission. Ouais. Et puis on vous souhaite en tout cas une bonne continuation de confinement. Prenez soin de vous, faites attention et on vous dit à très bientôt. Merci Gérald, à très vite. Ciao. Bon courage, à bientôt. Ciao. Merci, ciao. Salut.